Alexandra, Odile et moi-même sommes très heureuses de vous présenter ce soir notre nouveau projet d'accompagnement du burn-out qui se veut vraiment un projet novateur, en tout cas ici en Belgique. Ce projet, il est vraiment né de ce qu'on a entendu en termes de besoins chez nos patients, chez nos clients. On va d'abord se présenter pour que vous sachiez un petit peu qui nous sommes. Donc moi je m'appelle Martine Inuit, je suis psychologue de formation et je travaille au CFIP depuis 8 ans maintenant en tant que consultante en projet de vie, projet professionnel, et dans ce cadre-là, j'accompagne énormément de personnes en burn-out. Je suis également sophrologue et j'ai également des missions de formation et d'accompagnement d'équipe en matière de prévention primaire du burn-out. Voilà. Et donc la spécificité du CFIP, c'est aussi de pouvoir travailler à la fois sur les aspects organisationnels et sur les aspects personnels. Je vais passer la parole à Alexandra. Bonsoir, donc je m'appelle Alexandra Borne, je viens du milieu des ressources humaines et je suis également enseignante de yoga, et ce qui fait que très vite, il y a déjà une quinzaine d'années, on m'a sollicité par rapport aux problématiques de stress. On ne parlait pas encore de burn-out à l'époque, et donc je me suis formée à la problématique du stress, je me suis formée au coaching, je suis senior coach aujourd'hui accrédité EMCC. Et donc j'accompagne des organisations, mais aussi les individus qui sont en situation d'épuisement, qui sont en arrêt de travail. Je les accompagne pour préparer la reprise au travail. Je passe la main à Odile. Bonsoir, Odile Duhé. Moi, je suis psychologue du travail de formation. Je viens aussi du monde de l'entreprise. Je vais travailler dans les ressources humaines et plus dernièrement dans la prévention des risques psychosociaux au travail, où j'ai accompagné des personnes et des équipes dans la prévention des risques psychosociaux. Aujourd'hui, je travaille pour le CFIP comme formatrice, consultante, dans toutes les thématiques en lien avec le bien-être au travail, que ce soit des formations sur le sujet ou également l'accompagnement d'équipes ou de managers sur ces sujets-là dont le stress et le burn-out font partie. Voilà, quelqu'un vient de nous envoyer un petit message en disant qu'on ne nous entendait pas, mais apparemment ça n'a pas l'air d'être chez tout le monde, donc je vois d'autres messages qui nous disent que le son est bon. Voilà, on va vous faire un petit partage d'écran ensuite, voilà. Voilà, et donc au programme de ce webinaire, on a vraiment envie de pouvoir vous présenter la genèse de ce projet, de ce séjour résidentiel pour les personnes en burn-out, de plonger un peu plus pratiquement sur comment va se dérouler ce séminaire, comment s'y inscrire pratiquement, mais comment il va se dérouler, quel est son programme, quels sont aussi les bénéfices qui sont attendus. Et la dernière partie, je dirais, du webinaire sera consacrée à des questions et des réponses en fonction du temps qui nous restera. Ce que nous vous proposons ici, vu le nombre de participants, c'est de pouvoir vous puissiez nous adresser vos questions via le chat, et on y reviendra en fin de webinaire. Et en fonction du temps qu'on disposera, peut-être qu'on aura également la possibilité de prendre quelques questions en direct, mais donc voilà, tout dépendra un petit peu du nombre de questions et du temps. Donc, avant d'aller vraiment dans le cœur du programme, on voulait vous proposer un petit mot introductif de Fabrice Simon, qui est membre du collège de direction du CCIP, Et vraiment, qui donne un petit mot introductif sur ce projet, qui est vraiment un projet qui tient à cœur le CFIP, donc je vous propose de l'écouter. bonjour, je m'appelle Fabrice Simon, je suis membre du collège de direction du CFIP. Alors, si je me permets de vous voler quelques minutes avant ce webinaire, c'est parce que je voudrais insister sur l'importance que nous accordons, nous, le CFIP, au projet qui va vous être présenté par mes trois collègues. Effectivement, il s'agit d'un projet qui s'intègre, je dirais, de manière tout à fait juste dans les missions de CFIP, à savoir que nous, CFIP, SBL, nous voulons vraiment laisser une marque au sein de la société qui nous entoure, une marque évidemment positive. Et ce projet de maison de burn-out est vraiment un projet sur lequel nous avons mis beaucoup d'énergie. Nous pensons qu'aujourd'hui, en 2021-2022,
Et dans le contexte qui est le nôtre, malheureusement aujourd'hui, eh bien, ce projet aura tout son sens. C'est un projet important pour nous, CFIP, qui était déjà, je dirais, pensé il y a plusieurs mois, je dirais même avant la pandémie, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une grande partie de la population qui était en souffrance. Et ça fait partie de nos missions. Je pense que le CFIP a aussi pour mission d'aider la population belge à, je dirais, mieux se sentir au niveau de son travail. Alors, je ne vais pas vous voler plus de temps parce que je sais qu'il est compté, que mes 3 collègues sont impatients de démarrer ce webinaire. Donc, à mon tour, moi, je vous souhaite un très bon travail. Voilà, donc on va un petit peu vous présenter la genèse de ce projet. D'abord, j'avais envie de vous partager comment je me suis intéressée au burn-out. Et c'est tout simplement, voilà, depuis que je travaille au CFIP en tant que consultante en projet de vie, projet professionnel, j'ai été amenée à accompagner, à avoir dans ma consultation de plus en plus de personnes en burn-out. Et donc, ça m'a vraiment amené à m'intéresser à cette question, à essayer de la comprendre et surtout à me former à l'accompagnement du burn-out pour pouvoir mieux accompagner les personnes. Et donc, Alexandra et moi, on fait partie d'un réseau de professionnels qui s'appelle l'IPBO, l'Institut de prévention et d'accompagnement du burn-out. On travaille vraiment en réseau avec des médecins, des coachs, des psychologues, d'autres spécialités. Et dans le cadre au niveau du CFIP, nous accompagnons le burn-out à travers nos 3 métiers. Et depuis un certain nombre d'années, on a vraiment mis en place une approche tout à fait spécifique du burn-out qui prend en compte à la fois les aspects organisationnels et personnels à travers des missions de consultance dans lesquelles nous pouvons accompagner des directions d'équipe, des directions d'institutions, d'ASBL, d'organisations, pour les aider à mettre en place des mesures de prévention. On accompagne également les conseillers en prévention, les personnes de confiance, les équipes qui travaillent sur le bien-être au travail, voilà, dans le cadre de cette thématique. Bien sûr, nous donnons également des formations pour mieux outiller les responsables, le personnel et les salariés sur cette problématique. Et donc, ceux qui sont intéressés, il me reste encore quelques places pour la prochaine formation sur la prévention du stress, du burn-out, qui aura lieu le 2 et le 9 décembre. Et puis, bien sûr, dans nos métiers de coaching, que ce soit en amont du burn-out, pour éviter que la personne ne tombe dedans, donc on est là en prévention primaire, ou tout au cours du burn-out. Et on a également de plus en plus de demandes des institutions pour préparer des travailleurs à la reprise du travail suite à un burn-out. Et donc là, c'est vraiment une étape très importante aussi à ne pas rater. De passer au slide suivant. Et donc, effectivement, ça va être important de pouvoir accompagner à chacune des étapes. Bien sûr, c'est très important de mettre des moyens en prévention, parce qu'une fois que le burn-out est installé, ça va coûter beaucoup plus cher, que ce soit en termes financiers, mais également sur le plan humain, en termes de perte de confiance en soi, en termes de trous dans un CV. On va bien sûr également poser un diagnostic, que ce soit au niveau de l'organisation, par un travail d'analyse de risque ou d'audit, ou également sur le plan individuel, pour savoir un petit peu à quel stade du burn-out se trouve la personne. Et donc là, on utilise des outils particuliers, le MBI de Maslach et d'autres outils pour pouvoir situer où se trouve la personne et pouvoir l'accompagner au bon moment. Et puis l'accompagnement pendant le burn-out, que ce soit en individuel ou en groupe. Donc depuis 2016, j'ai mis en place un groupe sous forme d'atelier destiné aux personnes en burn-out qui a lieu sur Namur. Donc on redémarre une nouvelle session ici en novembre, donc le 23 novembre et le 14 décembre. Si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un petit mail et vous prenez contact avec moi. Et puis toute la question bien sûr du retour au travail, à travers aussi tout un travail de bilan de compétences pour que la personne puisse être au bon endroit par rapport à qui elle est, par rapport à ses compétences, par rapport à ce qu'elle aime faire et ce qu'elle a envie de faire, et dans un contexte qui lui correspond. Et donc
aussi un travail très très important à faire à un moment du burn-out. Notre approche, je vous ai partagé une photo que j'aime beaucoup, qui est une photo qui a été prise sur la route du lac Titicaca au Pérou lors d'un très beau voyage que j'ai eu l'occasion d'y faire. Et cette photo, elle me parle beaucoup par rapport au burn-out, dans la mesure où, pour les personnes qui sont en plein dedans, le burn-out semble souvent être une traversée impossible ou très, très difficile. La personne a l'impression qu'elle va devoir gravir une montagne, et pourtant, il y a des étapes. Et pourtant, en se faisant accompagner, on peut traverser ces étapes de manière peut-être un petit peu plus confortable. Et vous voyez que sur le côté, il y a des embûches. Et donc, il y a un chemin à suivre, il y a vraiment un processus intérieur à traverser. Et c'est vraiment ce à quoi nous tentons de vous convier, notamment à travers un séminaire résidentiel. Alors, j'ai repris une phrase de Pascal Vénara, qui a été notre formatrice à l'IPBO, et qui dit que le burn-out est à la croisée des chemins. C'est une rencontre souvent explosive entre un individu investi, un collectif souffrant et une organisation en recherche de sens. Et la question du sens, elle est vraiment centrale dans le burn-out. Et je reprendrai l'expression d'une cliente il y a très longtemps qui m'a dit mon burn-out, c'est à la fois c'est une responsabilité partagée entre moi et mon employeur. Et donc effectivement, notre conception du burn-out est vraiment une conception systémique où il est vraiment essentiel de pouvoir resituer le burn-out dans une problématique sociétale. Voilà, on peut passer au slide suivant. Et donc de vraiment resituer ce burn-out dans une problématique sociétale, et on est vraiment là-dedans actuellement, dans ce que nous traversons au niveau sociétal avec cette crise du Covid, qui va venir impacter les organisations et qui elles-mêmes vont venir impacter les individus qui y travaillent, et puis vont venir se greffer à cela de temps en temps des événements aussi plus ponctuels que chaque personne peut vivre dans sa vie, parce que la vie n'est jamais un long fleuve tranquille, et donc personne n'est à l'abri d'une séparation, de la maladie grave d'un proche, d'un décès, qui vont venir se rajouter parfois à des difficultés organisationnelles vécues dans le milieu de travail. Et donc, c'est vraiment fondamental pour nous de pouvoir aborder tous ces angles de vue pour avoir une vision globale du burn-out et pouvoir intervenir le plus efficacement possible et d'une manière tout à fait holistique. Voilà, Delphine, on peut passer au slide suivant. Voilà, merci. Et donc notre philosophie de l'accompagnement va être bien sûr une approche systémique. Donc c'est essentiel de resituer la problématique de la personne dans son contexte particulier de travail et au sein de la société dans laquelle elle évolue. Et notre société a beaucoup évolué ces 10 dernières années, le monde du travail a beaucoup changé, c'est énormément complexifié avec toute une série de problématiques qu'on rencontre maintenant qu'on ne rencontrait pas avant, notamment en lien avec le télétravail. Et donc, c'est vraiment essentiel de ne pas stigmatiser ni l'individu, ni l'institution, mais de pouvoir avoir une approche qui prenne en compte les enjeux très différents des uns et des autres dans une société spécifique. Par rapport à l'accompagnement des personnes, on se situe vraiment dans une approche humaniste qui est très personnalisée. On n'a pas de canevas très standard, on va faire la même chose avec tout le monde. On s'adapte vraiment à la personne parce qu'il n'y a pas un seul burn-out. Il y a des burn-out chez des personnes particulières. Et donc on ne peut vraiment pas mettre tout le monde dans le même sac, comme c'est parfois ce qui est véhiculé dans les approches qui sont parfois proposées. Et on est vraiment dans une approche psycho-éducative, parce qu'il nous semble important également d'expliquer aux personnes ce qu'est le burn-out, d'expliquer où la personne en est, de façon à pouvoir l'accompagner efficacement au bon moment et au bon endroit. Et puis, on est vraiment aussi dans une approche qui va venir questionner le sens. Voilà, quel est le sens pour moi de ce burn-out? Comment il vient s'inscrire dans ma réalité du travail?
et avec toute cette nécessité de repenser cette question du travail et la place que prend le travail dans la vie de l'individu et ce que vient dire le burn-out à un moment particulier de l'histoire de la personne. Et puis, enfin, une approche qui va favoriser un accompagnement pluridisciplinaire. Donc moi, je travaille beaucoup avec les médecins traitants, les médecins généralistes qui suivent mes clients, avec les autres professionnels de l'accompagnement, que ce soit un psychothérapeute ou un autre coach. Voilà, et c'est très rassurant pour la personne de sentir qu'il y a toute une équipe autour d'elle et de pouvoir travailler ensemble autour de la personne. Voilà. Je vais vous parler maintenant de ce séminaire, donc, de ce séminaire résidentiel, en quoi ça consiste, comment il va se dérouler. Alors, on peut aller au slide suivant, s'il te plaît, Delphine. Et donc, sur base de toute notre expérience, l'expérience de Martine, l'expérience de Guy, et sûrement aussi de vous, qui êtes, j'ai reconnu certaines personnes, certains nombres de certaines personnes qui êtes aussi dans ce secteur-là, dans l'accompagnement des personnes en burn-out. Vous avez peut-être aussi pu constater que les personnes qui vont vers l'épuisement, c'est des personnes qui étaient hyper investies, qui s'étaient hyper investies dans leur travail. Le travail a pris beaucoup de place, il y avait une grande activité qui était là. Et donc la personne qui se trouve un peu du jour au lendemain à la maison, en arrêt de travail, sous certificat, c'est vraiment pour elle une difficulté de passer du trop de travailler, trop d'investissement, à ne plus rien. Il y a ce besoin de structure dont on parle à l'instant additionnel qui n'est plus là et qui peut fragiliser, même amener des émotions un peu parfois de panique, de déstabilisation chez la personne, avec cette sensation de vide qui est là dans la vie. Un autre constat qu'on a remarqué, c'est que du coup, du fait de cette peur de se retrouver avec plus à rien faire, plus d'obligations, plus de contraintes externes qui étaient données par l'organisation, les personnes ont tendance à vouloir souvent trop remplir leur journée. Et donc elles sont là à la maison, et donc elles vont en profiter pour nettoyer le grenier, organiser le déménagement de la belle-mère, s'occuper à l'excès des enfants, préparer à manger pour la voisine qui ne va pas bien, etc. Et donc le surinvestissement qui avant était là dans la sphère professionnelle risque pour certaines personnes de se retrouver dans la sphère de la maison. Un autre constat que l'on observe, c'est que souvent les personnes sont un peu perdues. Elles sont un peu perdues, elles ne vont pas bien et elles ne savent pas quoi faire pour aller mieux. Une cliente un jour a partagé avec moi qu'elle avait vraiment l'impression de se retrouver dans un trou et un trou où elle était assez en profondeur et que c'était des parois de glace et qu'elle n'avait aucune prise pour s'accrocher pour pouvoir remonter. Donc il y a l'envie d'aller mieux, mais souvent un peu justement, je ne sais pas quoi faire pour aller mieux, pour m'en sortir. Un autre constat que l'on fait également, que l'on constate également, c'est que souvent ces personnes ont une très grande responsabilité sur le travail. Ils avaient vraiment envie de bien faire, d'atteindre l'objectif. La parole donnée était vraiment une parole qu'il fallait respecter, c'était très fiable. Et donc il y a une grande culpabilité de devoir s'arrêter, une grande difficulté à accepter le certificat médical, et de par là aussi quelque part un sentiment de culpabilité et un sentiment de honte. J'ai honte de ce qui m'arrive. Et donc du coup, constat suivant, c'est que pour certaines personnes, on va vraiment observer un phénomène d'isolement. La personne va s'isoler, elle a honte de dire qu'elle ne va pas bien, elle a honte de dire qu'elle a arrêté de travailler, et donc on peut retrouver ce phénomène un peu de se retirer et de s'isoler socialement. Donc, je ne sais plus qui a dit aussi, mais que le burn-out est la maladie du lien. On n'arrive plus à être de manière authentique en lien avec les autres. Un constat encore, qu'on voit pour certaines personnes à un stade plus avancé, c'est que la personne est vraiment en tellement basse énergie, tellement perdue, qu'elle a vraiment beaucoup de mal à assumer le quotidien. Elle a vraiment une grande difficulté à pouvoir cuisiner encore pour se nourrir, ou simplement d'entendre parler les enfants dans la pièce d'à côté, ça amène vraiment un inconfort sonore très grand, et vraiment assumer le quotidien est devenu quelque chose de très compliqué. Et donc, force de tous ces constats, souvent les personnes mettent en place des stratégies qui ne sont pas quelque part constructives, qui ne sont pas aidantes, et ça retarde vraiment le temps de récupération. La personne était sous un stress intense au travail,
et quelque part, elle va recréer des contraintes et donc se retrouver de nouveau dans un stress aussi à la maison, dans son environnement personnel. Et donc tout ça va retarder le chemin de guérison, la traversée dont parlait Martine avec cette belle image. Et donc, d'avoir vraiment, d'être confronté vraiment à ces constats-là, qui ne sont pas productifs, qui ne sont pas aidants pour la personne qui est en arrêt maladie, et aussi en nous inspirant de ce qui se passe dans les autres pays, on a vraiment l'idée de tenter, on est vraiment très fiers de ça, de tenter de mettre en place une semaine résidentielle pour les personnes qui sont en arrêt de travail pour raison d'épuisement. Donc vraiment notre volonté est d'offrir un lieu de ressourcement où la personne peut venir, peut se poser, peut se déposer, peut quelque part être pris en charge par un groupe de professionnels et ne plus avoir à s'occuper de son quotidien. Et donc pour ça, on s'est vraiment inspiré un peu de ce qui se passe par exemple en France. En France, toute personne qui a subi une intervention à cœur ouvert à l'hôpital, en service cardiologie, après, elle peut rester 3 ou 4 semaines dans un centre de revalidation. C'est pris en charge par la Sécurité sociale française. Et pendant ces 3-4 semaines, la personne déjà va être rassurée parce qu'il y aura un personnel accompagnant autour d'elle, elle ne sera pas seule. Et en plus, elle va apprendre à avoir une meilleure hygiène de vie, en termes de diététique, elle va réapprendre tout doucement à refaire monter ses pulsations cardiaques en cardio un peu plus haut. Voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe en France pour les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires. Et ce qu'on a vu aussi qui se passe depuis plusieurs années en Allemagne et en Suisse, c'est que les personnes qui sont en arrêt de travail pour raison d'épuisement vont dans des lieux qui ne sont pas des hôpitaux classiques, mais vraiment dans des lieux, sont pris en charge pendant 1, 2, 3, 4 semaines, même plus, justement pour pouvoir lancer ce temps de récupération, se déposer, reconstruire et être là vraiment pour commencer quelque part à mettre en place de bonnes pratiques. Une autre raison d'être de ce séminaire résidentiel, et Delphine, tu peux aller plus loin, c'est vraiment de permettre aux personnes de sortir de l'isolement. Donc pour nous, il nous semble important, et c'est déjà ce qui se passe avec les groupes de parole que met en place Martine, vraiment que la personne puisse se reconnaître dans des pairs, des personnes qui vivent la même chose qu'elle, ne plus avoir peur de parler, pouvoir partager, pouvoir écouter, pouvoir se situer, et donc vraiment de sortir de l'isolement et de se retrouver dans un groupe de pairs et même dans un groupe de vie, puisque là le séminaire sera résidentiel, et donc il y aura aussi les moments de pause, les moments de repas qui seront pris ensemble. Une autre raison d'être, c'est de pouvoir redonner espoir. Vous dites, voilà, c'est une traversée, elle n'est pas facile, mais vous allez y arriver. Voilà, dans X temps, on ne peut pas vous dire dans combien de temps, ça peut prendre un peu, beaucoup, longtemps, mais dans un certain temps, vous allez de nouveau pouvoir vous reconnecter à votre énergie, vous allez devoir pouvoir reprendre confiance en vous et de nouveau pouvoir réinventer votre futur et vous réintégrer dans un environnement professionnel. Et aussi, ce séminaire pour nous, c'est aussi important de dire, vous pouvez faire cette traversée toute seule, mais elle risque d'être très difficile et très longue. Et si vous faites entourer de bonnes personnes, cette traversée va être plus facile et vous pourrez en sortir plus vite, voilà, et avec avec plus de confort et plus peut-être de plaisir. Et donc c'est important, on le voit très clairement, on en parlera plus tard, les personnes qui sont accompagnées vraiment font cette traversée plus rapidement et avec plus de confort. Et donc, quels sont les objectifs du séminaire? Donc, on pourrait dire que pour toute personne qui va s'inscrire à cette semaine résidentielle, tout ne va pas être réglé en une semaine, bien sûr. Nous n'avons pas de baguette magique. Nous ne sommes pas là non plus pour faire courir tout le monde à 400 à l'heure, au contraire. Mais voilà, c'est vraiment pour lancer un processus qui se veut constructif et aidant. Et donc, les objectifs seront, par exemple, de mieux comprendre ce qui se passe, de mieux comprendre pourquoi le burn-out est là pour moi, quel est le sens de ce burn-out, de pouvoir aussi apprendre à se reconnecter à soi, en apprenant à se reconnecter au corps physique, vraiment de développer cette bienveillance et écoute vis-à-vis de notre corps physique, au travers d'exercices corporels, aussi de se reconnecter à soi via des pratiques artistiques, pratiques créatives, et aussi pouvoir profiter du contact avec la nature. Plein d'études maintenant le montrent, le contact avec la nature est vraiment très aidant, et donc c'est vraiment
des leviers sur lesquels les personnes peuvent s'appuyer. Ça sera aussi l'occasion d'acquérir de nouveaux outils, des outils très pratico-pratiques, très faciles à utiliser, qui vont aider la personne à retrouver de l'énergie, qui vont aider la personne à pouvoir se réorienter et retrouver confiance en elle. Aussi, bien sûr, comme objectif de pouvoir se retrouver en lien, développer le lien avec moi-même, aussi le lien avec l'autre, ne plus avoir peur d'être en lien avec l'autre, mobiliser ses ressources et avoir voilà, de nouveau espoir de pouvoir être dans une dynamique qui va être positive. Voilà les objectifs de cette semaine que nous proposons. Et donc, si on regarde maintenant un peu plus en détail le programme de cette semaine et des 5 jours, donc, qui s'inscrit vraiment dans les objectifs qu'Alexandra vient de vous présenter, je vous propose ici vraiment de regarder voilà, chacune des journées avec une thématique pour chacune d'elles. Donc, la première journée, c'est vraiment mon burn-out et moi, une histoire singulière. Comme le disait Martine, il n'y a pas un burn-out, il y a des burn-out. Et donc d'avoir vraiment une journée qui est consacrée à la fois à la mise en place du cadre bienveillant au niveau du groupe, ce climat de sécurité, de construction de ce groupe qui va voyager ensemble pendant une semaine, mais aussi de pouvoir mettre certaines balises en termes de définition, de quoi est-ce qu'on parle, le stress, le burn-out, les facteurs de risque sur le plan plus individuel, plus organisationnel, quels sont les signaux avant-coureurs, essayer vraiment de mieux comprendre tous ces mécanismes pour mieux, je dirais, comprendre finalement ce que la personne vit ou a peut-être traversé avant vraiment de tomber, de pouvoir bien comprendre quelles sont les étapes du burn-out, où c'est véritablement un processus qu'il faut traverser, et de pouvoir, je dirais, au travers de ces différents éclairages et outils, et pouvoir vraiment se situer aussi où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans mon processus. Donc ça, c'est vraiment cette première journée, mon burn-out et moi. Alors c'est vrai que, et ce sera valable, le commentaire sera valable pour les autres jours, ça peut sembler dense comme ça. L'idée est vraiment de ponctuer la journée de moments de repos, de ressourcement, de lien avec la nature, de certaines activités peut-être plus créatives pour ceux qui le souhaiteraient, de moments de repos pour d'autres. Donc c'est bien sûr, chaque journée sera adaptée en fonction des besoins à la fois du groupe, mais éventuellement des besoins plus individuels. On sait que la période de burn-out, niveau de l'énergie, peut fluctuer, et donc il y a vraiment le souhait d'être dans une approche qui soit à l'écoute des participants. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Au niveau de la journée 2, vraiment plutôt une journée consacrée au fait de prendre soin de soi, de développer, comme disait Alexandra, une écoute bienveillante de son corps, que ce soit au travers de certains repères psychoéducatifs, pour mieux comprendre ce rapport finalement au corps, ce rapport aussi entre le corps et le mental, le corps et l'esprit, apprendre aussi à décoder, à être à l'écoute de ces messages du corps que, voilà, on sait bien dans la vie quotidienne, c'est parfois des messages qui ont tendance à ne pas être écoutés, ou parfois même à ne même pas être repérés. Et donc c'est vraiment de réapprendre à pouvoir être à l'écoute de son corps, à découvrir aussi des approches et des techniques pour gérer ces différents niveaux d'énergie tout au long de la journée, de la semaine, du mois. Donc de mettre aussi une certaine temporalité par rapport à la gestion de nos énergies, de pouvoir explorer, expérimenter des stratégies de récupération au travers d'approches en lien avec le yoga, la sophrologie, les techniques de respiration. Donc il y a beaucoup de techniques qui permettent, je dirais, voilà, de favoriser cette démarche de récupération. Et donc c'est vraiment pouvoir aussi explorer ça et l'expérimenter au travers, voilà, de différents types de techniques corporelles. Mais donc cette deuxième journée vraiment consacrée à prendre soin de moi et développer cette écoute bienveillante de mon corps. La troisième journée, elle, est plutôt consacrée aux émotions, à l'écoute de mes émotions, et donc de nouveau par rapport à ça, mais finalement de pouvoir recevoir quelques repères pour mieux comprendre toute cette dimension de ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, qui va regrouper l'accueil des émotions, pouvoir les décoder, pouvoir comprendre qu'est-ce que cette émotion a à me dire, pouvoir la nommer, l'exprimer, et vraiment de pouvoir
pouvoir avoir une meilleure connaissance de toute cette intelligence émotionnelle, de se reconnecter aussi du coup au plaisir, à pouvoir lister finalement les envies que les personnes peuvent avoir. On sait aussi qu'au travers du burn-out, il peut y avoir une perte de plaisir et finalement avoir tellement investi le travail, de se dire en dehors du travail, finalement, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et donc de prendre aussi un moment pour se reconnecter à ça. Ça nous semble vraiment important, et aussi toute cette dimension en lien avec la relation à l'autre, les émotions des autres, comment est-ce que je prends la juste distance par rapport à ça, comment est-ce que je me protège aussi pour ne pas me laisser submerger. Donc, ce troisième jour vraiment lié aux émotions. Le quatrième jour, lui plutôt orienté sur les mécanismes mentaux, donc pour reprogrammer certains mécanismes mentaux, donc de nouveau au travers de repères psychoéducatifs, d'outils de la psychologie positive, les drivers de l'analyse transactionnelle et bien d'autres, mais c'est vraiment toute cette compréhension finalement de ces mécanismes mentaux, de pouvoir aussi accueillir et transformer des aspects un petit peu plus négatifs de rumination, de pensée envahissante, et on sait cette difficulté dans tout le processus du burn-out de pouvoir mettre à distance toutes ces pensées négatives et ces ruminations avec le travail, de pouvoir aussi identifier ses limites, l'importance de les identifier, de pouvoir les poser, toute cette dimension-là. Et finalement, au travers de ça, cette bienveillance finalement vis-à-vis de soi-même, de comment développer cette bienveillance envers soi-même, et de cette étape aussi finalement parfois de deuil qui doit être faite par rapport à un idéal, par rapport à une perfection qui était projetée, et parfois un travail de deuil qui doit être fait à ce niveau-là. On prévoit aussi, pardon, dans ce quatrième jour, j'ai un chat dans la gorge, quatrième jour, de pouvoir clôturer la journée avec le témoignage, donc de pouvoir accueillir des personnes qui ont traversé un burn-out, pour pouvoir aussi introduire cette note d'espoir, voilà, il y a une vie après passer par un burn-out, on peut le traverser et retrouver une vie professionnelle épanouie et dans laquelle on se sent bien. Donc ça me semblait aussi important de pouvoir intégrer cette dimension d'après, qu'est-ce qui se passe après, comment est-ce qu'on récupère et comment est-ce qu'on vit après un burn-out. Et enfin, la dernière journée, c'est la suite, c'est finalement, et maintenant, comment est-ce que je me projette dans la suite, dépendant un petit peu évidemment du groupe et de l'état d'avancement de chacun, mais de pouvoir en tout cas envisager les étapes, toujours dans cette logique que le retour au travail, il doit s'envisager quand la personne se sentira davantage prête. Et donc c'est vrai qu'on sait que ce n'est pas quelque chose qui doit s'envisager trop tôt, mais ça peut être parfois aussi rassurant d'expliquer les étapes, d'expliquer que ça va se préparer, qu'il y aura un bon moment, qu'il y aura certaines démarches à faire. Donc vraiment de pouvoir cadrer ça, même si c'est pas, on ne va pas aller dans la préparation de tout en tant que tel, mais en tout cas de pouvoir l'aborder, de parler aussi, je dirais, de la dimension de prévention des rechutes. On sait qu'il y a des points de vigilance à identifier, il y a des pièges à éviter, et donc c'est aussi, je dirais, de pouvoir attirer l'attention et de déjà réfléchir, voilà, peut-être certains points d'attention qui peuvent être plus spécifiques à l'un ou à l'autre, et de pouvoir aussi clôturer ce séjour par la découverte et l'expérimentation du carnet de voyage, ce carnet qui pourra accompagner vraiment la personne au travers de tout son parcours, au travers du burn-out et de toute la suite aussi. Et donc, comme je le disais au début de la présentation du programme, ça peut sembler assez dense, présenté comme ça, mais c'est vraiment l'idée de s'adapter au rythme et de ponctuer vraiment ces journées par différents types d'activités, et de ne pas avoir 5 journées qui sont remplies et surchargées. Mais en tout cas, on voulait ici donner un aperçu du programme de ces 5 journées. Au niveau de la méthodologie et de l'approche qu'on va privilégier, ça nous semble vraiment important d'être dans une approche
interactive, créative, ludique, de profiter aussi de ce moment en groupe, de faire le lien, de remettre du lien, comme le disait Alexandra, de sortir de l'isolement, tout en s'appuyant voilà, sur des repères psychoéducatifs en donnant des outils qui vont permettre, je dirais, d'avancer, de mieux comprendre et d'aller mieux, tout en prenant en compte le rythme de chacun. C'est vrai que ce sera voilà, un élément important pour nous. C'est pas l'idée d'être avec un rouleau compresseur, d'être vraiment dans une approche qui tient compte du rythme de chacun, qui autorise aussi chacun à respecter son propre rythme, d'être dans une approche d'expérimentation, vraiment de tester des outils, de découvrir certaines choses, de profiter du processus aussi de l'évolution du groupe. Des personnes qui sont ensemble comme ça pendant 5 jours, elles vont évoluer individuellement, mais elles vont aussi évoluer au travers du groupe et en nourrissant les 3 centres qui sont le corps, le cœur et la tête. Donc ça, c'est vraiment l'approche qu'on a vraiment envie de privilégier au travers de ce séjour résidentiel. Et voilà, et les petites photos illustrent un petit peu la manière dont on voit les choses. Je vais enchaîner sur à qui s'adresse ce séminaire résidentiel. Notre souhait est vraiment de veiller à une certaine homogénéité des groupes en termes de stade du burn-out, parce que par expérience, on a constaté lorsque nous nous trouvions lors des groupes de parole que nous animions, on a constaté qu'à partir du moment où les personnes n'étaient pas dans un même stade de burn-out, ça posait certains problèmes en termes de miroir, etc. Voilà, si on peut remettre le PowerPoint, comme ça je peux vous montrer un petit peu ces différents stades. Et donc c'est un séminaire qui s'adresse vraiment à des personnes qui sont en arrêt de travail pour burn-out, voilà. Maintenant, on n'est pas rigide non plus. Si des personnes ont repris le travail mais se sentent encore un petit peu plus fragiles, on pourrait, je dis bien en conditionnel, les intégrer dans le groupe pour autant qu'il y ait cette homogénéité au sein du groupe de personnes qui vont participer à ce séminaire. Et c'est pour cette raison qu'on demande à rencontrer les personnes avant qu'elles ne puissent s'inscrire lors d'un entretien préliminaire. Alors, je vais vous présenter un petit peu rapidement cette courbe du burn-out dans le slide suivant. Vous voyez que cette courbe, au fond, voilà, elle suit un petit peu la courbe du deuil ou la courbe du changement, et vous voyez que plus on descend dans cette courbe et plus ça devient inconfortable, et que ce qui va permettre justement de rebondir, de repartir, de réémerger, ça va être vraiment le facteur temps. Et vous voyez que tout au long de cette courbe, il va y avoir des étapes, et ce sera vraiment essentiel de respecter ces étapes et de faire les choses au bon moment. Alors je ne vais pas m'attarder trop sur ces étapes. Vous voyez qu'il y a d'abord une phase de communication où la personne va recevoir du feedback sur la symptomatologie qu'elle manifeste, les signes avant-coureurs du burn-out, et souvent elle ne veut pas les entendre ou elle ne peut pas s'autoriser à les entendre, et donc parfois elle va avoir besoin de se l'entendre dire de différentes manières, par différentes personnes, par différents intervenants. Et puis une fois qu'on reçoit ce feedback, il y a un moment où on va aller consulter son médecin traitant, et parfois la personne va craquer avant au travail et va aller consulter son médecin et va recevoir un diagnostic de burn-out. C'est quelque chose qui n'est pas évident. Souvent les personnes vont avoir l'impression que le ciel leur tombe sur la tête, elles ont l'impression de recevoir un coup de massue, et donc il y a vraiment une phase d'acceptation qui est indispensable pour intégrer qu'on est en burn-out, pour l'accepter. Et puis la phase de désengagement du travail. Parfois elle vient avant, hein, quand les personnes craquent au travail, elles s'arrêtent d'abord, hein, c'est un arrêt brutal, et puis elles viennent consulter. Et une fois qu'on est là en bas, qu'on a décroché du milieu de travail, ça c'est la première chose à faire, il faut remonter. Et pour remonter, il faut du temps. Et il faut aussi faire les choses dans le bon ordre, et donc il faut vraiment pouvoir prendre un temps de récupération qui est nécessaire. Et donc nous, on va accueillir dans ce séminaire des personnes qui sont plutôt en bleu, là en stade 5 ou 6, et en orange, en
stade 2-3, récupération, reconstruction. Donc au début de la courbe, il faut bien sûr que l'énergie soit suffisante pour pouvoir participer à une semaine de séminaire, même s'il y aura des moments beaucoup plus light, des périodes de rien, voilà, ça va pas être rempli, il y aura des phases de récupération, mais il faut quand même pouvoir avoir suffisamment d'énergie que pour pouvoir être dans un groupe, que pour pouvoir interagir avec d'autres. Donc si on est vraiment aller trop loin avant de décrocher, qu'on est trop dans l'épuisement, je pense que là ce sera compliqué de participer. Par contre, voilà, si on a déjà pris un petit peu de temps de récupération, et souvent les gens me disent oui mais j'ai l'impression de perdre mon temps, j'ai jamais fonctionné comme ça, je suis quelqu'un de super actif, mais ça va être vraiment un gain de temps de s'arrêter et de prendre ce temps de repos et de récupération. Ça va être un gain de temps pour le retour au travail, parce que je vois vraiment chez tous mes clients qui, à ce stade-là, s'agitent et s'activent, ils perdent du temps et la récupération est beaucoup plus lente et ils repartent au travail beaucoup plus tardivement que ceux qui prennent le temps de se reposer. Ça, c'est vraiment essentiel. Et puis une phase de reconstruction, où on a vraiment à trouver du sens, à comprendre pourquoi ça nous est arrivé et à faire tout un travail sur soi. Et donc ce séminaire va vraiment vous aider dans cette réflexion, dans ce cheminement intérieur, avec la force du groupe, parce que ce qui est vraiment important dans un groupe, c'est tous les miroirs qu'on a autour de soi et tous les feedbacks qu'on reçoit, même si on ne partage pas ou si on n'exprime pas quelque chose, peut-être que quelqu'un d'autre dans le groupe va venir dire quelque chose qui va résonner chez moi, qui va vraiment beaucoup me parler, que ce soit en termes de vécu, que ce soit en termes de ressources. Et donc c'est vraiment toujours très riche de pouvoir partager ces ressources avec d'autres et se dire tiens, mais ce qui a fonctionné pour l'un peut peut-être fonctionner pour quelqu'un d'autre. Et puis on va finir par se redécouvrir autrement pour pouvoir reprendre le travail en phase 8 et puis consolider tout ce qu'on aura intégré dans les phases précédentes pour pouvoir refonctionner un petit peu plus comme avant, mais pas tout à fait. Il y aura toujours un petit décalage et on va fonctionner mieux, on va fonctionner autrement. Alors Pratiquement comment ça va se passer, hein, où et quand, pardon. Donc on vous propose voilà, la première édition de ce séminaire résidentiel de ressourcement en mars 2022, donc en résidentiel, donc ça veut dire pension complète, donc vraiment avec une arrivée le lundi matin. Et donc ici nous avons bloqué la date du lundi 14 mars à 10h, voilà, jusqu'au vendredi 18 mars à 16h. Donc 5 jours de vie en groupe, 5 jours de séminaire, de formation résidentielle avec 4 nuits donc à passer en dehors de chez soi. Pensons vraiment que la taille du groupe idéal se situe entre 6 personnes et 12 personnes. Voilà, 6 personnes pour avoir suffisamment de miroirs, comme dit Martine, autour de soi, pour avoir aussi une diversité des expériences et dans les exercices, dans les partages, voilà, d'avoir de la variété et du contenu. Et 12 personnes maximum, voilà, pour que chacun puisse aussi trouver sa place, se sentir à l'aise dans le groupe. Et nous sommes très heureuses d'avoir trouvé un lieu magnifique, Martine nous a trouvé un lieu magnifique, voilà, puisque le contact avec la nature est vraiment quelque chose de très important pour nous. On peut passer au slide suivant et Martine, je te laisse présenter. Voilà, donc vous voyez ce superbe lieu qui est la ferme de l'Herbois. Donc ça se situe sur les hauteurs d'Ivoire, donc il y a la Meuse en bas et puis on grimpe en voiture pendant quelques kilomètres, la vue est magnifique, traverse un bois et on arrive dans ce lieu en pleine nature. Qui est un superbe gîte. Sur le slide suivant, vous allez voir des photos de l'intérieur. Voilà. Donc c'est assez cocoon, voilà, c'est très bien décoré. On a réfléchi longtemps à se dire, tiens, est-ce qu'on propose des chambres individuelles ou des chambres doubles, puisque vous voyez qu'il y a à chaque fois 2 lits dans les chambres. Et finalement, on a opté pour l'option chambre single en se disant que quand on n'est pas bien, quand on est en burn-out, on a peut-être besoin aussi à certains moments de s'isoler du groupe, de se retrouver avec soi-même. Donc il y aura la chambre qui permettra cela, avec chaque fois, dans chaque chambre, une salle de bain privative, et puis il y a des petits espaces également, des petits salons où vous pourrez vous isoler si vous le souhaitez, et puis il y a la nature tout autour, donc on sera au début du printemps, le printemps qui arrive, donc on espère que le climat, la météo sera avec nous pour cette semaine, de façon à pouvoir profiter de cette belle nature, que ce soit sur les hauteurs, et c'est vrai que
prendre de la hauteur quand on vit des choses difficiles, c'est important. Ça permet de voir les choses autrement, ou que ce soit de profiter des bords de Meuse qui sont tout aussi jolis. Voilà, je vais donner la parole à Alexandra pour les détails pratiques. Voilà, et donc en termes de tarifs, voilà, donc pour les 5 jours d'animation, pour l'hébergement en chambre single, pour également la pension complète, hein, donc les repas, le petit déjeuner, les collations, le repas de midi, la collation l'après-midi, le repas du soir. Voilà, le tarif est de 995 € pour un financement individuel. Donc si vous voulez, si vous êtes en arrêt de travail, que vous voulez voilà, prendre soin de vous et vous offrir cette semaine vraiment pour aller dans cette traversée avec vraiment voilà, être accompagné et avoir déjà des outils, des bagages pour le faire. Donc là, le tarif que l'on vous demande, c'est 950 €. Et le prix, si c'est financé par une organisation, est de 1350 €. Nous pensons ici que ça peut être intéressant pour certaines organisations, pour certaines institutions, que ce soit dans les hôpitaux, des mutuelles, des entreprises du secteur marchand ou non marchand. Nous pensons que ça peut être intéressant pour des DRH, pour des directions, d'offrir aux personnes qui sont en arrêt de travail pour raison d'épuisement cette semaine, cette formation, alors au même titre que les salariés qui sont en entreprise peuvent aussi bénéficier de formations bien-être, de formations en communication, en management, voilà, pour être mieux outillés pour faire leur travail avec plus de performance et de bien-être. Nous pensons qu'un financement peut également se faire via l'organisation. Donc, pourquoi nous avons deux tarifs différents. Je passe la main à Odile. Donc, les bénéfices finalement attendus au travers de la participation à ce séminaire, mais on les voit à deux niveaux, ces bénéfices, bien sûr pour les participants, les personnes en burn-out, leur permettre de reprendre confiance en elles. On sait bien que le burn-out ébranle très fort cette confiance en soi, et donc on voit au travers, je dirais, de la participation à ce séminaire et tous les outils et tout je dirais, le programme, voilà, cette possibilité de reprendre confiance en soi, d'apercevoir la lumière à la fin du tunnel, même si peut-être que le tunnel de chacun n'a pas la même longueur, mais en tout cas de pouvoir remettre un peu d'espoir et de lumière dans cette traversée que l'on sait qui peut être très difficile, et aussi avoir une vision claire de ce que la personne peut mettre en place pour aller mieux. Donc au travers de l'approche, je dirais, variée et complète au niveau des thématiques abordées au travers des 5 jours, voilà, de voir finalement qu'il y a toute une série de choses qui peuvent se mettre en place aujourd'hui et demain pour permettre à la personne d'aller mieux. Donc ça, c'est au niveau des participants. On y voit aussi des bénéfices pour les organisations qui, comme expliquait Alexandra, souhaiteraient pouvoir financer, soutenir la participation d'un de leurs collaborateurs à ce type de séminaire résidentiel. Mais c'est finalement d'avoir la garantie que le collaborateur va être bien épaulé, va être bien accompagné par une équipe qualifiée, professionnelle par rapport à la prise en charge du burn-out. Ça peut être aussi, dans un second temps, bien sûr, de pouvoir faciliter aussi la discussion sur les facteurs organisationnels qui ont mené au burn-out et sur les mesures de prévention qui pourraient être mises en place, pouvoir faciliter aussi, alors bien sûr un peu plus tard, mais la reprise dans de bonnes conditions et finalement de contribuer à l'amélioration du bien-être au travail. Donc on voit vraiment des bénéfices à différents niveaux par rapport à la participation ou au soutien financier de ce séminaire résidentiel. Ouais, nous avons partagé avec vous ce que nous avions prévu de partager. Je pense qu'il est temps pour les questions-réponses. Et juste encore les vidéos, je pense qu'on n'a pas, les petites vidéos. Voilà. Oui. Peut-être on peut alterner. Voilà, peut-être Delphine, je ne sais pas si tu peux partager quelques petits témoignages à vous partager. Oui. Donc, ce sont 2 personnes qui ont participé au groupe Burnout. Voilà, donc vous pourrez trouver les témoignages sur notre site. Donc il y a Jacques et il y a Vincent. On partage maintenant, alors c'est ça? Voilà, oui, apparemment.
Ça m'apporte un moment de pause, de reconnexion. Je paraphrase souvent ce groupe comme étant un groupe de reconnexion. On se reconnecte à soi par les autres. Ça nous donne des miroirs, c'est l'occasion de parler, d'écouter, de se rendre compte de ce que chacun peut vivre. Ça permet, entre guillemets, peut-être de relativiser, mais surtout de retrouver du sens et confiance. Parce que ce qui se vit ici est quelque chose de très humain, qui va à l'essentiel, sans jugement. Et quand on a vécu une période difficile de déconstruction, de destruction peut-être même, on a besoin de se reconstruire sur des choses de base élémentaires. Et le sens, pour moi, c'est vraiment essentiel dans cette rencontre. Ça, c'est assez direct puisque Martine était ma coach personnelle. Clairement, enfin, je le fais déjà, j'en parle. On peut peut-être passer directement voilà, aux questions-réponses. Donc, une question est, est-ce qu'une personne qui a repris le travail peut participer au séminaire? Je ne sais pas qui compte répondre à la question. Voilà. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est de veiller à l'homogénéité des groupes. Donc, je dirais que c'est vraiment au cas par cas. Donc, je ne peux pas généraliser la réponse et dire oui ou non. Voilà. Maintenant, par expérience, quand une personne qui est déjà sur la remontée se retrouve confrontée dans un même groupe à des personnes qui sont en plein dans le burn-out, parfois c'est compliqué en termes de miroir parce que la personne est retirée un petit peu vers l'arrière et qu'elle a peut-être plus envie de replonger là-dedans, elle a peut-être plus envie d'aller vers l'avant. Donc voilà, je dirais que c'est vraiment par rapport au groupe qui va se constituer. Nous, on insiste vraiment là-dessus pour que chacun puisse y trouver sa place et s'y sentir bien. Et donc j'inviterai cette personne alors à prendre contact avec moi pour un entretien préliminaire et puis qu'on puisse en discuter ensemble pour lui proposer la formule qui sera la plus adaptée à sa situation. Merci Martine. Nous avons une autre question. Existe-t-il des possibilités de financement pour que des personnes ayant des petits moyens puissent participer à votre séminaire, à votre semaine de ressourcement? Merci. Alors, dans l'immédiat, la possibilité de financement est de passer par l'employeur, voilà, de faire une demande à son employeur. Ça, c'est ce que nous voyons comme possibilité à l'heure actuelle. Pour les prochaines éditions, nous sommes à la recherche avec le CFIP de sponsors, de mécènes qui seraient d'accord d'investir et d'investir un certain budget justement pour que ces séminaires qui pourraient se dérouler de manière plus régulière puissent être faits avec un genre de bourse ou de participation pour les personnes qui ont moins de budget. Donc bien sûr, on se rend compte que c'est un certain budget. Voilà, libérer 1 000 € pour une semaine, bien sûr, c'est un budget. Pour l'instant, nous n'avons pas d'autres possibilités, mais c'est la vision vraiment qu'a le CFIP et que nous espérons mener à bien bientôt. Et si on trouve des sponsors plus tôt, il pourrait peut-être y avoir une participation déjà pour le séminaire de mars. On l'espère vivement, on met tout en œuvre pour ça. Mais voilà, c'est toujours le nerf de la guerre. Mais en tout cas, c'est une réflexion qu'on mène ici au CFIP pour justement permettre à tout un chacun de pouvoir y participer et que ce ne soit pas quelque chose d'élitiste. Alors, une autre question était, quelle est la procédure pour s'inscrire au séminaire? Voilà, donc il y a un slide où il y a mes coordonnées, donc vous pouvez prendre contact avec moi soit par téléphone, soit par mail, pour qu'on puisse se rencontrer. Et donc, une fois qu'on a eu un entretien préliminaire, à ce moment-là, dès que la personne a le feu vert, elle peut s'inscrire alors via le secrétariat du CFIP ou via la plateforme en ligne que nous avons mise en place depuis peu. Une autre question, à qui s'adresser quand on a une suspicion de burn-out? À son médecin traitant, point d'interrogation. Y a-t-il un test médical qui permet de diagnostiquer le burn-out? Alors, je vais peut-être répondre. Donc, les ports d'entrée, elles peuvent être diverses. Donc, évidemment, la première chose à faire, c'est d'aller voir son médecin traitant parce qu'il faut une incapacité de travail.
Le médecin traitant, s'il est formé en burn-out, va pouvoir effectivement établir un diagnostic et peut-être pouvoir aider la personne sur le plan médical. Il y a toute une grille d'analyse qui existe, tout un questionnaire symptomatologique. Voilà. Maintenant, parfois, les personnes prennent une autre porte d'entrée qui peuvent être le coach. Donc, moi, j'ai des personnes qui arrivent chez moi qui ne sont pas encore allées voir leur médecin traitant. Et puis, en discutant avec elles lors du premier entretien, ben, voilà, j'investigue un petit peu toute cette symptomatologie. Je leur fais passer le questionnaire de Maslach, le MBI de Maslach, qui est un test voilà, étalonné, fiable, voilà, qui permet de chiffrer les différents éléments du burn-out. Voilà. Et puis, il y a des analyses effectivement plus détaillées qui peuvent être faites. Je vois qu'il y a je n'ai pas suivi de loin, mais qu'il y a effectivement des analyses sanguines et certaines approches qui peuvent être beaucoup plus globales au niveau médical, notamment en termes d'analyse des neurotransmetteurs, en termes d'analyse du cortisol, etc. Et là, on est dans des analyses beaucoup plus pointues de prise de sang. Et puis, il y a des gens qui vont passer par leur psy. Voilà, donc les portes d'entrée, elles peuvent être diverses, mais après, c'est important de se faire accompagner d'une manière pluridisciplinaire pour pouvoir mieux rebondir et mieux se remettre en route. Il y a d'autres questions? Merci Martine. Oui, il y a encore une question. Avez-vous une formation à conseiller pour se former à l'accompagnement du burn-out? Voilà, alors ici au CFIP, donc moi je donne une sensibilisation de 2 jours. Donc ici, il y a une session qui a lieu en décembre. Alors, c'est sûr que c'est pas en faisant 2 jours de formation qu'on peut accompagner des personnes en burn-out. Donc voilà, moi j'ai fait 12 jours de formation rien que sur le burn-out. Et puis on se réunit avec notre petit groupe pour 2 séminaires annuels pour retravailler sur certaines questions, plus des réunions trimestrielles. Donc voilà. Donc en tout cas au CFIP, la formation qu'on donne est une sensibilisation de 2 jours, donc qui permet d'avoir des repères, mais qui ne donne pas effectivement une formation suffisamment complète que pour pouvoir accompagner des personnes en burn-out. Donc là, il y a d'autres formations qui se donnent ailleurs. Voilà, je l'ai suivi avec le docteur Delbrook et Pascal Venera, et puis il y en a d'autres ailleurs qui existent et qui sont beaucoup plus longues à ce moment-là. Mais donc ici, dans les 2 jours, vous aurez déjà un certain nombre d'outils, donc tout dépend de comment on veut accompagner, de qui on veut accompagner, dans quel contexte on veut accompagner, de ce qu'on a envie d'investir comme temps et comme énergie aussi dans cette formation. Puis peut-être aussi du profil qu'on a au départ aussi de formation initiale, comment est-ce que ça s'inscrit dans une formation déjà initiale ou pas, ça peut aussi guider le type de formation. Nous avons encore une question qui en fait pose la question de savoir jusqu'à quel moment elle peut s'inscrire en fonction des stades dans lesquels la personne est en burn-out. Parce que d'ici mars, c'est difficile pour la personne de dire, ben voilà, aujourd'hui, je vais m'inscrire au séminaire. Oui, et donc effectivement, on ne s'attend pas à avoir des inscriptions tout de suite. C'est vraiment une question qu'on s'était posée effectivement, parce que pour la personne en burn-out, c'est compliqué de se projeter sur le long terme. Souvent, elles ne savent pas combien de temps ça va durer. Elles ont des incapacités de travail de 15 jours en 15 jours, et puis de mois en mois, et puis éventuellement 2 mois d'affilée. Donc effectivement, se projeter en mars, c'est très compliqué. Donc voilà. Maintenant, c'est sûr que si on n'a pas suffisamment d'inscrits 1 mois avant le séminaire, on va devoir annuler le lieu pour ne pas mettre la personne en difficulté. Donc on ne peut pas attendre la dernière minute, mais en même temps on s'attend à ce que voilà, les gens ne s'inscrivent pas plusieurs mois à l'avance, parce qu'effectivement c'est assez imprévisible. Et en même temps, par rapport aux organisations et aux institutions, on pense que par exemple, une entreprise d'une certaine taille, une institution d'une certaine taille pourrait réserver 3-4 places et pour des membres de son personnel qui sont en arrêt de maladie et de voir peut-être voilà, début février quelles seraient les 3-4 personnes qui pourraient au mieux profiter de cet accompagnement sans pouvoir déjà mettre des noms dessus parce que bien sûr ça va dépendre de la vitesse de cette traversée, de comment les personnes se sentent, et déjà réserver, pas nominativement, mais un certain nombre de places. Donc ça c'est tout à fait possible. Donc nous, ça nous permettrait aussi de sécuriser quelque part le séminaire et de permettre alors après qu'il y ait des inscriptions individuelles qui se fassent plus proche de la date du démarrage.
Une dernière On va peut-être question. prendre encore une dernière question. Quel est le délai entre la première rencontre et la décision de votre centre pour savoir si notre inscription est retenue? Alors, ben, ça dépendra des inscriptions qui vont rentrer. C'est vrai que si on n'a qu'une seule demande et que les autres viennent plusieurs semaines après, ben, on va devoir mettre la personne en attente, malheureusement. Et dès qu'on a suffisamment de personnes que pour constituer un groupe, alors on confirme à partir de 6 personnes minimum. Donc voilà, malheureusement, ça reste toujours très imprévisible. Donc je ne peux pas répondre de manière tout à fait précise à cette question. Mais voilà, on croise les doigts pour que ça puisse se concrétiser, parce qu'en tout cas, on a mis beaucoup d'énergie dans ce projet. On a vraiment très envie de pouvoir le mener à bien et l'animer. Donc voilà. Donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous par email, voilà, directement vers Martine ou vers le secrétariat du CFIP. Si vous êtes acteur dans le domaine de l'accompagnement du burn-out et que vous avez été séduit par notre proposition, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Voilà, vous pouvez être des prescripteurs justement par rapport à notre semaine. Et si vous avez des questions aussi plus pratico-techniques plutôt par rapport à ce que nous proposons, vous pouvez également revenir vers nous. Voilà, personnellement, j'étais très heureuse de préparer ce séminaire avec mes collègues. Je vous laisse peut-être aussi dire un mot de la fin. Voilà. Ben, merci beaucoup en tout cas pour votre présence, et puis on espère vous revoir prochainement, ici ou ailleurs. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Oui, merci à tous, merci pour les questions. Et donc, comme disait Alexandra, ben voilà, s'il y a d'autres choses qui viennent à la suite du webinaire de ce soir, ben, n'hésitez pas, on se fera un plaisir de vous répondre, et on espère ben, voilà, que vous avez eu autant de plaisir que nous y à assister, que nous à le préparer. On vous souhaite une belle soirée à tous. Prenez bien soin de vous. À bientôt, au revoir. Merci à vous trois. C'est un projet qui tient particulièrement à cœur la direction du CFIP. Et donc, on vous remercie au nom du CFIP de vous investir dans ce projet et d'avoir présenté ce webinaire. À bientôt tout le monde. Au revoir.